Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence avec les bases, donc on va regarder le chapitre sur l'introduction à la microbiologie dentaire. Donc ça va donner un petit peu un aperçu de ce que l'on verra cette session. Ça va nous mettre dedans un petit peu, puis on va voir quelques notions de base qui vont nous servir tout au long de la session. Donc au départ, puis là vous pouvez prendre votre manuel puis suivre en même temps que moi lorsque j'explique les différentes diapos. Donc que connaissez-vous de la microbiologie ou de la microbiologie dentaire? Okay, je pourrais vous laisser réfléchir, écrire ce que vous pensez là-dessus. Y a-t-il des mots qui vous viennent à l'esprit? J'ose espérer que le terme ou les termes virus, COVID-19, coronavirus sont des choses là, que vous connaissez, mais il y a sûrement autre chose aussi que vous connaissez quant à la microbiologie. Donc, quand on parle de bactéries, de moisissures, de levures, c'est peut-être des choses que vous connaissez. Et si on y va plus spécifiquement au niveau de la bouche, bien, au niveau de la bouche, est-ce que les bactéries, par exemple, ont un rôle à jouer dans la bouche? OK? Là, vous êtes en hygiène dentaire, bien, j'espère que le mot carie vous vient à l'esprit. OK? Qui ou quoi cause les caries? Bien, en très, très grande partie, ce sont des bactéries qui vont prendre les sucres que vous mangez, vont les métaboliser, libérer des déchets acides qui, cet acide-là, dans le fond, va attaquer l'émail, et éventuellement causer la carie. Puis il y a d'autres problèmes là, qui peuvent survenir au niveau dentaire qui sont aussi dus aux bactéries, des problèmes au niveau de la gencive, là, des troubles parodontiques. Il y a plein de choses, dans le fond, que les micro-organismes peuvent causer, la mauvaise haleine aussi. Donc, il y a plein de choses, qui sont sous l'influence, on va dire, des bactéries dans votre bouche. Vous allez devoir travailler avec ça, par exemple retirer le tartre, nettoyer la bouche des patients, leur montrer, leur apprendre les bonnes techniques d'hygiène aussi pour limiter le développement de la plaque, limiter le développement du tartre, sur leurs dents, entre leurs dents. Donc, ça va être à vous de bien comprendre ce que sont les micro-organismes pour bien expliquer à vos patients ensuite comment bien prendre soin de leurs dents. Puis pourquoi un cours de micro en technique d'hygiène dentaire? Est-ce que c'est juste pour justifier ma job, pour que je sois payé? Si c'est juste ça, ben merci, je l'apprécie beaucoup. Mais c'est pas juste ça. La microbiologie, ça fait partie de nos vies, puis c'est d'autant plus vrai quand on est hygiéniste dentaire. Comprendre ce que sont les micro-organismes, comment ils sont transmis aussi, comment on peut s'en protéger, parce que dans l'environnement dans lequel vous allez travailler, bien, il faut éviter qu'il y ait des micro-organismes dans cet environnement-là. Par exemple, vous allez porter un masque, vous allez porter des lunettes, vous allez peut-être même porter une visière, une jaquette, vous allez porter des gants. Donc, plein de mesures pour vous protéger, vous, entre autres de la salive, du sang de vos patients. Vous allez aussi vous assurer de l'asepsie, donc de la propreté de l'environnement dans lequel vous travaillez, de la stérilité de vos instruments. Donc, il y a plein de notions importantes en microbiologie qui vont s'appliquer en hygiène dentaire, puis on est là pour ça. Dans l'actualité, je voulais vous montrer, c'était dans les journaux cette semaine. Là, je parle, on est le 18 août quand moi je fais la vidéo. Une même cuillère pour 350 personnes. Regardez bien ça. C'est pas dans un restaurant. C'était dans un service religieux. C'est dans une église orthodoxe grecque. Donc, ce qui est arrivé, c'est que lors de la communion, dans ce rite religieux-là, donc on trempe le pain dans un peu de vin. Puis, bon, pour l'administrer aux fidèles, ben, on a utilisé une même cuillère. Et on a fait la communion pour 350 personnes. Donc, la même cuillère qui est passée d'une bouche à l'autre en pleine période de COVID. En plus, la COVID, c'est une chose déjà quand même très grave, là, mais en plus, imaginez, je ne sais pas moi, s'il y a une personne là-dedans qui a peut-être une hépatite, qui a peut-être des abcès au niveau de la bouche, qui a des virus de l'herpès buccal, on s'entend, là. Puis plein d'autres maladies qui peuvent être transmises par la salive. Bien que le coronavirus là, qui cause la COVID, c'est pas son moyen de transport de prédilection, surtout si on avale
par exemple, le pain, le vin, puis qu'il y avait peut-être des virus, en l'avalant, souvent, c'est peut-être pas si problématique, mais quand même, du simple fait que ça passe par la bouche, ça pourrait atteindre les voies respiratoires et c'est là surtout que le virus va causer des problèmes. Fait que, bref, si ces personnes-là avaient eu un cours de microbiologie, probablement qu'elles n'auraient pas utilisé la même cuillère là, pour procéder à la communion auprès de 350 personnes. Moi, j'aurais pas voulu être le dernier au bout de la file qui récolte, disons, les restants de salive puis de bactéries des 349 autres. À vous de voir, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. L'importance de la micro aussi et de l'asepsie. L'asepsie, je viens d'en glisser un mot. Dans le fond, l'asepsie, c'est la recherche d'un travail en milieu sécuritaire et dans un milieu le plus près de la stérilité possible. Donc, avec différents moyens, okay, vous allez stériliser votre matériel, vous allez nettoyer votre environnement de travail pour enlever les micro-organismes qui s'y trouvent. Vous allez travailler, comme je le disais, donc avec un masque, avec des lunettes, avec une visière, avec des gants. Il y a même des survêtements qui sont ajoutés à l'uniforme régulier là, en période de COVID aussi. Donc, il y a plein de façons ou de méthodes qu'on peut utiliser pour s'assurer de travailler dans un milieu le plus près de l'asepsie possible. Donc, on veut limiter là, toute trace de contaminants, de micro-organismes, etc. Donc, l'importance de la microbiologie comme telle, ben, on la nomme. Okay? C'est pour prévenir les infections, prévenir les maladies, prévenir la transmission des maladies. Donc, si on comprend comment les micro-organismes sont véhiculés, comment ils sont transmis, surtout dans un milieu dentaire, ben, on peut limiter les problèmes. Si on comprend comment les micro-organismes, on peut les éliminer, ben, on va pouvoir développer des méthodes de stérilisation qui sont efficaces. Okay? On va utiliser entre autres des autoclaves, je reviendrai là-dessus, différents produits chimiques, des ultrasons. Donc, il y a plein de façons en milieu dentaire qui sont utilisées dans le fond pour limiter de un la croissance, mais aussi pour éliminer les micro-organismes qui sont présents. Donc, la micro, c'est très important. Puis, à la base aussi, ben, au niveau buccal, quand vous faites du détartrage, ben, tout ça est causé par des bactéries. Donc, encore une fois, c'est important de comprendre comment ces bactéries-là se reproduisent et à quelle vitesse elles le font aussi. OK? Parce qu'imaginez, par exemple, je sais pas, moi, je viens de manger un gâteau, c'est l'anniversaire d'un de mes enfants, j'ai mangé du gâteau, puis je me brosse pas les dents avant 5, 6, 7, 8 heures, peut-être plus tard. Ben, à ce moment-là, les bactéries ont plein de sucre, plein de temps pour métaboliser le sucre qui s'est accumulé sur mes dents, qui est pogné entre mes dents, et créer de l'acide. Okay? Donc, en comprenant ça, généralement, ce qu'on va dire aux gens, bon, si vous mangez quelque chose de sucré, ben, c'est peut-être important de boire beaucoup d'eau pour rincer la bouche, peut-être manger, par exemple, un morceau de fromage qui va nettoyer les dents. Okay? Ça ne va pas nettoyer aussi bien que le ferait une brosse à dents, mais ça peut enlever les dépôts de sucre sur les dents. Puis dans un monde idéal, donc, de bien brosser les dents ou de mâcher une gomme. Okay? Mâcher une gomme, par exemple, qui contient du xylitol. Donc, ça va limiter la croissance des bactéries. La gomme va, elle aussi, nettoyer la surface de vos dents. Donc, il y a plein de moyens que l'on peut utiliser pour limiter l'action des micro-organismes si on n'a pas l'opportunité, par exemple, de se brosser les dents rapidement. Donc, encore une fois, en ayant un cours de microbiologie, on va comprendre tout ça. Et aussi, je vais le rajouter tout de suite, je vais en parler tout de suite. À la fin de ce cours-ci, on va aussi amener des notions d'immunologie. Donc, on va apprendre comment notre corps lutte contre les micro-organismes. Les deux prochaines diapos, ce sont des images en anglais, je m'en excuse, mais c'est juste des trucs importants de base, okay, qui expliquent encore une fois l'importance du contrôle des infections dans le milieu dentaire. Donc, l'image de gauche, OK, et ça, on en parle avec la COVID amplement, mais dans votre métier, ça va être, ou ça a toujours été vrai, là, même avant la COVID, l'hygiène des mains, OK, super important. Avant de commencer à travailler chez un patient, après avoir travaillé avec un patient, OK, si vous retirez vos gants ou faites autre chose, bien, il faut se relaver les mains à chaque fois. OK, c'est vraiment par là que la plupart des micro-organismes vont passer d'une personne à l'autre. Et vous, comme vous aurez les mains très près ou même dans la bouche de votre patient, bien, il faut éviter le plus possible qu'il y ait des contaminants. Vous allez, toute évidence, okay, vous protéger, donc porter des gants, porter des masques, encore une fois des lunettes,
tout appareil de protection pour vous protéger des gouttelettes de salive, du sang, tout aussi ce qui va provoquer des éclaboussures. Okay? Donc certains procédés que vous allez utiliser pour nettoyer les dents peuvent créer des aérosols, donc des micro-gouttelettes qui vont se propager dans les airs. Donc vous voulez vous protéger vous contre ça aussi. Donc c'est très 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 important que vous portiez et que vous portiez bien votre équipement de sécurité. Mettre un masque, c'est une chose. Le mettre seulement sur la bouche mais ne pas protéger le nez, c'est pas super efficace. Okay? Encore une fois, avec la COVID, on est obligé de porter pas ces équipements-là, mais porter des masques à l'épicerie ou dans les lieux fermés. Puis, moi, je remarque beaucoup de gens qui le portent mal, ce masque-là. Donc, ils en portent un, oui, donc ils ont le droit d'être là, mais techniquement, ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés correctement. Aussi, pour la stérilisation du matériel, donc même les bactéries les plus résistantes aux antibiotiques ou des bactéries, par exemple, qui ont la capacité de survivre dans l'environnement en formant ce qu'on appelle des endospores. On va revenir sur ce que sont les endospores, mais c'est une forme de bactérie très résistante. Donc, quand on stérilise toutes les curettes, les équipements que vous allez utiliser dans un autoclave, donc l'autoclave, c'est comme une espèce de four qui devient très chaud. Il y a une grande pression atmosphérique là-dedans aussi, puis de l'humidité. Donc, tout ça fait en sorte qu'on stérilise le matériel. Donc, il n'y a aucun danger de contamination d'un patient à l'autre. Mais il faut quand même s'assurer que l'appareil lui-même fonctionne bien. Donc, il y a des façons que l'on peut, ou des méthodes qu'on peut utiliser pour s'assurer que l'appareil, l'autoclave lui-même fonctionne bien et que le matériel qui en ressort est bel et bien stérile. Donc, ça, on va vous montrer ça, moi et Charlotte, dans le cours de mesure, entre autres. Ensuite, bon, tout ce qui est appareil qui peut contenir un liquide. Donc, par exemple, quand vous avez la succion pour aspirer la salive, de l'eau dans la bouche du patient, ou l'espèce de, je ne sais pas c'est quoi le mot technique, donc l'appareil dans le fond qui vous sert à nettoyer les dents ou la bouche du patient avec de l'eau justement. Donc, il faut s'assurer que ces outils-là sont propres, qu'il n'y a pas de biofilm qui s'y développe. Un biofilm, c'est quoi? Ce sont des bactéries, dans le fond, qui vont se regrouper et former une espèce de couche visqueuse sur une surface. On va revenir sur les biofilms aussi, là, mais ces biofilms-là pourraient être difficiles à éliminer une fois qu'ils sont installés. Mais vous allez voir, encore une fois dans le cours de mesure, il y a certains, puis même dans le cours de microbiologie comme tel, on va vous montrer certains produits que vous pouvez utiliser pour nettoyer par exemple la succion. Les suctions à la fin de chaque jour, à la fin de chaque semaine, vous allez lui faire boire non pas la salive d'un patient, mais bien certains produits chimiques qui sont, comment je pourrais dire, assez agressifs, on va dire comme ça, là, qui vont bien éliminer les bactéries, les biofilms. Donc, on va s'assurer d'avoir un équipement propre et limiter, encore une fois, la transmission d'infection d'un patient à l'autre. Ici, là, je ne vais pas vous faire peur, ce n'est pas le patient là, qui saigne abondamment suite à une intervention dentaire. Ce qui arrive ici, c'est que à des fins de démonstration, il y a une équipe qui a relié ces appareils à de l'eau qui a été colorée. Donc, l'eau qui est utilisée est colorée en rouge. Et ce que l'on voit, dans le fond, ce sont juste les gouttelettes qui sont relâchées par l'appareil ou par la bouche du patient. Donc, regardez là, au niveau des gants, au niveau là, du tablier qu'on installe sur le patient. Comme je dis, c'est pas du sang, c'est juste l'eau, la salive qui a été colorée. Puis regardez, il y en a partout. Si on fait un zoom même sur la visière du dentiste ou de l'hygiéniste, donc on voit des gouttelettes qui ont été déposées ici. Regardez au niveau du cou de la personne, sur ses vêtements, son sarrau. Donc c'est assez frappant quand on le voit comme ça. Mais dites-vous que 99% du temps, l'eau, la salive, ben c'est transparent, c'est pratiquement invisible. Donc, vous ne verriez pas ces taches-là, mais elles sont présentes. Donc, encore une fois, il faut vraiment travailler avec minutie, avec asepsie, porter l'équipement de protection, puis bien nettoyer cet équipement de protection-là aussi. Puis changer de toute évidence les gants. Là, vous ne pouvez pas réutiliser les mêmes gants d'un patient à l'autre. Regardez à quel point c'est épouvantable. Moi, je ne voudrais pas là, que quelqu'un
que mon hygiéniste porte la même paire de gants qu'elle a utilisé avec un patient précédent, ça serait... je pense que je ne retournerai pas à votre clinique si c'était le cas. Si vous voulez aller voir, ok, je peux vous montrer un petit bout du vidéo sur YouTube. Le vidéo un peu qui démontre l'expérience qui a été réalisée par ces personnes-là. Donc, je vais juste fermer les fenêtres qui n'ont pas rapport. Donc, si la salive était rouge, je vais juste accélérer un peu le processus. Téléphone qui sonne. Donc voilà, là j'ai accéléré. Donc regardez, la personne a contaminé ses gants. Tout ce qu'elle touche, ok, elle dépose dans le fond, la personne, de la salive sur les objets qu'elle touche. Donc là, oui, c'est assez dramatique parce qu'on a coloré la salive en rouge, mais dans la réalité, vous ne verriez pas ça. Okay? Pour vous, tout ça serait invisible. Donc, chaque objet qui a été touché, si vous, par exemple, ouvrez un tiroir avec votre main qui est gantée, si vous replacez le miroir, pas le miroir, mais la lampe au-dessus du patient, okay? Il y a des équipements qui doivent être placés justement sur cette lampe-là et qui vont être remplacés à chaque patient pour assurer la plus grande asepsie. Okay? Donc, là, je sais que j'ai escamoté un petit peu le vidéo, je le regarde très vite avec vous. Okay? Mais prenez le temps, okay, d'aller dessus. Donc, le document comme tel, PowerPoint, est sur Mio. Okay, donc sur le serveur interne du Cégep. Donc vous pouvez aller chercher le document en ligne comme ça. Puis si vous le placez en format diaporama, vous cliquez directement dessus. Mais si vous n'êtes pas en format diaporama, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien. Vous faites cliquez bouton droit, vous cliquez ensuite sur ouvrir le lien hypertexte et ça va vous amener vers la vidéo YouTube. Ici, je trouvais ça intéressant. C'est une étudiante qui m'avait envoyé ça l'année dernière. C'est une photographie qui a été retouchée là, par ordinateur, mais quand même. Donc, ce que vous voyez, le gros fil qui est là, le gros truc, on va dire bleu-gris, là, c'est une soie dentaire. Et ce que vous voyez autour, ben, il y a peut-être soit des petits morceaux d'aliments ou quoi que ce soit, mais il y a principalement des bactéries. Okay? Donc, si vous avez l'impression parfois que faire la soie dentaire, ça ne sert pas à grand-chose, ben regardez l'ensemble. Ça, c'est juste un micromètre de soie dentaire là, qui a été photographié, mais imaginez qu'il y en aurait sur toute la longueur là, qui a été utilisée en bouche. Donc, regardez les bactéries que ça déloge. Okay? Et ce qu'il faut comprendre aussi, chaque bactérie que vous délogez avec la soie dentaire, okay, si on ne les déloge pas, ben, il faut se dire que ces bactéries-là, dans un environnement comme la bouche, donc qui est très humide, bonne température, 37 degrés Celsius, les bactéries vont se multiplier à toutes les 20 à 30 minutes. Donc, cette bactérie-là, par exemple, 20-30 minutes plus tard dans la bouche, ce serait 2 bactéries. Puis là, les 2 bactéries, 20-30 minutes plus tard, seraient 4 bactéries. Donc, après quelques heures, on est rendu avec des milliers, des centaines de milliers de bactéries de plus, donc ça va très vite. Donc, l'hygiène buccale, brosse à dents, soie dentaire, et vous pouvez rajouter à ça un petit rince-bouche de temps en temps, ça fait une énorme différence. Maintenant, de façon plus générale, les micro-organismes, parce que c'est bon ou mauvais pour nous. Okay? Si on regarde le mauvais côté, là, on en parle un petit peu depuis tantôt, ben, tout ce qui est problème au niveau dentaire, okay? Les caries, les abcès, les maladies parodontales. Donc, il y a plein d'aspects négatifs aux micro-organismes, c'est sûr. Si on pense au coronavirus, il n'y a pas grand-chose de positif là-dessus non plus. Donc, ça cause plein de maladies, plein d'infections, rhume, grippe, salmonellose. Là, vous pouvez faire la liste de toutes les maladies infectieuses que vous connaissez, toutes les ITSS. C'est dans le mauvais côté. Mauvais côté, on pourrait parler aussi disons, de l'altération des aliments par certaines bactéries ou certaines moisissures. Donc, imaginez-vous là, quand vous achetez, je sais pas moi, un panier de fruits, puis il y a 2-3, soit des pêches ou 2-3 fraises, 2-3 bleuets là, qui sont complètement moisis. Ben, c'est un petit peu moins intéressant de les manger ceux-là. En fait, je vous conseille de ne pas les manger du tout. Donc, il y a quand même plusieurs mauvais côtés aux micro-organismes. Mais si
OK, on veut vraiment bien connaître les micro-organismes, ben, il faut reconnaître qu'ils ont plusieurs côtés positifs. OK? On va parler du microbiote tout à l'heure. Le microbiote, ce sont des micro-organismes qui vivent sur vous et en vous, et plusieurs d'entre eux vous aident à digérer, vous protègent des micro-organismes pathogènes, donc c'est un aspect positif. Si on pense à, je sais pas, moi je suis un grand amateur de fromage et de yogourt, donc ces deux produits-là sont des produits fermentés, donc ça prend soit des bactéries, levure ou moisissure pour le fromage, donc ce sont des micro-organismes qui nous sont utiles. Faire du pain, faire du vin, faire de la bière. Puis il y a plein d'autres aussi produits alimentaires là, qui dérivent de l'utilisation de micro-organismes, par exemple la kombucha, pour ceux qui savent c'est quoi. Donc c'est une boisson qui est de plus en plus là, à la mode, mais ça fait quand même plusieurs centaines d'années que ça existe ailleurs dans le monde. Donc c'est un produit fermenté. La sauce soya, si vous aimez mettre ça dans certains de vos plats préférés, c'est aussi une sauce qui est un produit alimentaire qui est fermenté. La sauce sriracha, il y a un procédé de fermentation là-dedans aussi. Quel autre exemple je pourrais donner? J'essaie de penser vite. Plusieurs saucissons, si vous aimez le saucisson, c'est aussi des viandes fermentées. Donc il y a plein de bons côtés. On peut utiliser aussi des micro-organismes là, pour dépolluer ou assainir certains cours d'eau. On a même développé certaines bactéries qui sont capables de détruire ou de dégrader des déversements de pétrole, par exemple. Donc, il y a plein d'applications. Puis là, ça commence à être loin de votre domaine, là. Vous allez me dire, on n'aura pas vraiment de pétrole dans la bouche. C'est un fait. Fait que je vais essayer de m'en tenir à ce qui touche à la bouche, mais il y a quand même plusieurs aspects positifs. Donc, quels sont les micro-organismes que l'on verra cette session? Donc, je les présente rapidement. Les bactéries, qui est peut-être un des groupes de micro-organismes sur lesquels on va passer le plus de temps, parce que en bouche, souvent, c'est eux qui causent le plus de dommages. Donc, on va parler des bactéries comme telles, les Rickettsia, qui sont un groupe de bactéries particulières, ou Chlamydia aussi. Rickettsia et Chlamydia, ce qu'elles ont de particulier, c'est que ce sont des bactéries qui vivent à l'intérieur de vos cellules. Tandis que la plupart des bactéries, elles vivent, oui, dans notre corps, mais pas dans nos cellules comme telles. Donc, souvent, elles vont survivre à la surface de notre épithélium buccal, elles vont survivre sur notre peau, elles vont survivre à l'intérieur de notre tube digestif, mais pas dans les cellules comme telles. Cyanobactéries, on va en glisser un mot aussi. Donc, juste pour revenir sur l'image ici, là. Donc, l'image précédente, ça, c'est une bactérie, forme bassée, avec des flagelles. On va tout voir ça plus tard. Ici, vous avez deux cellules humaines, okay, donc sont quand même assez grosses, avec la partie plus foncée ici, qui est un noyau. Mais si vous voyez les petites taches rouges qui sont là, rouge-violette, là, ça, ce sont des Rickettsia. Okay, donc, ce sont des bactéries qui vivent dans les cellules. Ça, ce sont les chlamydia, on reviendra là-dessus. Et ici, ce sont des cyanobactéries. Donc, des bactéries qui ont la capacité de faire la photosynthèse. Donc, souvent, c'est des bactéries qui agissent un petit peu comme des algues et qui vivent dans l'eau. Puis là, vous allez me dire, ben, pourquoi on regarde ça, nous autres, en hygiène dentaire? C'est parce que si, par exemple, vous avez un chalet sur le bord d'un lac et que ce lac-là est pollué et qu'il y a des algues cyanobactéries dedans, ce qu'on appelle souvent les algues bleues, ben, si vous vous y baignez, vous pourriez avoir une irritation de la peau, du tube digestif, du foie, même au niveau du cerveau, ça peut être dangereux. Et si vous en consommez de cette eau-là, ben, c'est sûr que les dangers vont être plus grands. Et l'erreur que les gens font parfois, c'est qu'ils se disent, ben, si je fais bouillir l'eau, ça va tuer les micro-organismes, donc je vais pouvoir boire ou utiliser cette eau-là pour faire cuire des pâtes ou je sais pas quoi. Mais ce qu'il faut comprendre des cyanobactéries, c'est que ces micro-organismes-là produisent une toxine et que la toxine elle-même est résistante à la chaleur. Donc, même si vous faites bouillir votre eau, que les cyanobactéries elles-mêmes meurent, mais la toxine qu'elles ont produite va, elle, être encore active. Donc, il faut faire attention à ça. Autre groupe de micro-organismes dont on va parler cette session, les virus. On va parler beaucoup des virus qui sont transmis par le sang, par la salive, parce que c'est ce qui va vous concerner directement. Mais on va quand même parler de certains exemples de virus, là, de maladies, disons, plus générales, ne serait-ce que par culture personnelle. C'est sûr qu'on va glisser un mot sur le coronavirus aussi, parce que lui aussi a changé ou amené des changements dans la clinique dentaire. Moi, j'ai passé chez le dentiste cet été.
Puis, une étape, disons, supplémentaire que je devais faire, c'était de me rincer la bouche avec une solution qui contenait un petit peu de peroxyde d'hydrogène dedans. Donc, pour vraiment nettoyer ma cavité buccale, puis limiter les chances qu'il y ait contamination ou transmission de coronavirus. Mais je peux vous rassurer, je ne suis pas positif pour l'instant et j'espère le demeurer contre cette maladie-là. Donc, on va parler des virus. On va parler des mycètes, des moisissures, des levures. Puis là, bon, c'est sûr, des moisissures, on peut, par exemple, en voir là, dans les maisons, surtout les maisons où il y a une grande présence d'humidité. Donc là, encore une fois, on ne va pas passer beaucoup de temps à parler des moisissures dans l'environnement. On va parler plus de ce qui peut se passer au niveau buccal. Vous allez me dire des moisissures au niveau buccal, il n'y en a pas souvent. Non, mais des levures, oui. Okay? Donc, on a peut-être plus de chances d'avoir des levures au niveau de la bouche. Puis c'est pas normal d'en avoir. Okay? Ce qui est problématique, c'est quand il y en a trop. Si on peut littéralement voir, par exemple, je vais le montrer justement sur la langue, sur le palais, à l'intérieur des joues, des dépôts blancs comme ceux-là, souvent c'est accompagné d'une odeur plus ou moins agréable. Donc ça, c'est une croissance anormale de levure. Okay? Donc ça peut être un signe qu'il y a un problème grave. Okay? Ça pourrait être, par exemple, que votre patient est immunodéprimé, donc ça veut dire que son système immunitaire ne fonctionne plus. Peut-être que c'est dû à la prise de médicaments. C'est peut-être dû, par exemple, à la prise d'un médicament pour l'asthme. Okay? Si vous avez déjà pris du Flovent, qui est la pompe orange, souvent on va dire aux gens, vous devez vous rincer la bouche après avoir pris du Flovent. Pourquoi? C'est parce que ce médicament-là diminue l'efficacité du système immunitaire. Dans le fond, le Flovent, ce qu'il va faire, c'est qu'au niveau des poumons, il va empêcher le système immunitaire d'attaquer les poumons, donc il va empêcher les alvéoles de se contracter, puis qu'il y ait trop d'inflammation, donc que l'air ne circule pas bien. Mais le médicament passe par la bouche, donc il y a une partie du médicament qui va se déposer dans la bouche et va localement limiter l'action du système immunitaire. Donc, si on ne rince pas la bouche, on ne va pas enlever ce médicament-là dans la cavité buccale et à ce moment-là, des bactéries ou des levures, comme on le voit ici, pourraient se développer en grande quantité. Donc, voilà pour les médicaments, mais aussi ça pourrait être un signe, une langue comme celle-là, que votre patient est peut-être séropositif. Parce que quelqu'un qui est séropositif, éventuellement qui développe le sida, okay? Le sida, c'est un virus qui va venir nuire à votre système immunitaire. Donc, si vous n'avez plus de système immunitaire, encore une fois, à ce moment-là, les levures peuvent se multiplier. Donc là, juste pour être clair, le VIH, c'est un virus qui cause le sida, mais en raison du sida, des levures vont profiter de la situation puis causer des problèmes comme ceux-là. Puis juste revenir sur l'image précédente, je n'avais pas parlé. Vous allez le faire en laboratoire, cette session, c'est provoquer dans le fond la croissance de moisissures sur un plat de pétri, donc qui est un milieu nutritif sur lequel les moisissures vont pouvoir se développer. Il y a des milieux comme ceux-là sur lesquels on va faire pousser aussi des bactéries. Ce que vous voyez ici, ce sont des levures au niveau microscopique. Okay? C'est presque cute. Okay? Par exemple, la levure qui est ici, tous les petits bourgeons que vous voyez, ce sont des cicatrices de bourgeonnement. Donc, ça veut dire que cette levure-là a donné naissance à 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 6 petits bébés levures au minimum. Elle, ici, a déjà eu au moins 3 petits bébés levures. Là, je dis bébé levure, c'est pas le vrai terme. Là. Okay? Et il y en a un qui est en formation ici, ce qu'on appelle du bourgeonnement. Donc, les levures se reproduisent comme ça. Ce que vous voyez maintenant ici, c'est un autre groupe de micro-organismes qu'on va voir, les protozoaires. Et ce que l'on voit ici, c'est un amibe. Ça n'a pas l'air trop excitant comme ça. Pas trop dangereux non plus. Jusqu'à un certain point, ça a l'air de rien. Mais les amibes comme telles peuvent causer de graves problèmes, de graves dommages un peu partout dans votre corps, surtout au niveau du tube digestif. Donc, on va en parler un petit peu. Parce que souvent, ça entre dans notre corps par de la bouffe ou de l'eau contaminée. Vous avez d'autres organismes ici, comme des organismes flagellés autour de globules rouges humains. Donc, dans ce cas-ci, ce sont probablement des eugènes, probablement des eugènes qui causent la maladie du sommeil. On donnera quelques exemples de protozoaires. Un autre exemple peut-être de protozoaire qui est peut-être plus connu, je pourrais nommer le protozoaire qui cause la malaria, ou le paludisme, c'est la même maladie. Donc peut-être qu'on connaît un petit peu plus ceux-là.
Et un autre, ça ne sera pas votre chapitre préféré, je peux vous le dire tout de suite, ok, les helminthes, communément appelés les vers. Okay? Donc, il y a certains vers qui sont microscopiques, d'autres ne le sont pas, comme le ver solitaire peut mesurer plusieurs mètres de long, puis être assez, c'est un ver plat, mais il peut être assez gros quand même. Certains vers sont plus petits, puis souvent, ben, c'est une contamination fécale-orale, donc souvent on va boire ou manger les œufs, okay, de ces vers-là. Donc les œufs, quelqu'un par exemple d'infecté par des vers, les vers vont pondre des œufs dans son tube digestif, la personne va aller aux toilettes, à la selle, va libérer des œufs de vers dans ses excréments. Si la personne en a sur les doigts, il y en a dans l'environnement ou quoi que ce soit, flush la toilette sans fermer le couvercle, puis il y a des petites particules, des petits œufs qui se déposent un peu partout dans l'environnement. Vous touchez à ça par la suite, puis vous mettez les doigts dans la bouche. Okay, désolé, c'est pas le fun comme image que je viens de vous mettre dans la tête, là, mais c'est comme ça. Okay? On attrape des vers souvent comme ça. Une petite formule théorique, là, la nomenclature binomiale, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur là, tous les noms de micro-organismes qu'on va voir ensemble cette session, mais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, les micro-organismes, en fait, la plupart des êtres vivants sont nommés en fonction de leur genre et de leur espèce. On va souvent écrire le genre avec une lettre majuscule, comme Escherichia coli. Le genre, c'est Escherichia avec un E majuscule. Coli, c'est l'espèce avec un C minuscule. Escherichia coli, c'est une bactérie assez fréquente qu'on retrouve dans le tube digestif. Staph aureus, une bactérie qu'on retrouve ou peut retrouver sur la peau, dans la cavité nasale aussi, c'est très commun chez l'être humain. Candida albicans, dans ce cas-ci, on parle d'une levure. Okay? C'est une levure qu'on peut retrouver au niveau buccal, qu'on va retrouver aussi au niveau génital, autant chez l'homme que chez la femme. On s'entend que c'est plus fréquent qu'il y ait une infection à levure chez la femme, mais les gars peuvent en avoir aussi. Puis un autre exemple, Aspergillus niger, ça c'est une moisissure qui va avoir un aspect un petit peu noir qu'on peut retrouver souvent là, dans l'environnement. On va l'avoir poussé sur certains fromages ou sur du pain par exemple. Si on va plus loin que le genre et l'espèce, on va avoir ce qu'on appelle les sérotypes. Donc par exemple, E. coli O157H7, ça fait un beau petit nom ça. Cette bactérie-là, juste pour vous donner un indice, c'est là qu'elle cause souvent des problèmes. Okay? Dans le bœuf haché. Donc c'est une bactérie qui peut provenir de l'intestin du bétail qu'on va abattre. Lors de l'abattage, s'il y a une partie de l'intestin qui est perforée, les bactéries se retrouvent sur les pièces de viande, donc on peut avoir contamination. Souvent, okay, la contamination va provenir pas mal plus de bœuf haché que de, par exemple, un steak. Parce qu'un steak, s'il y a des bactéries, elles vont être en surface. Et dès que vous faites saisir votre steak, même si vous le mangez saignant à l'intérieur, les surfaces étant cuites, les bactéries de surface vont être éliminées. Mais du bœuf haché, okay, en le réduisant en petits morceaux comme ça, ben les bactéries qui étaient peut-être à la surface de cette pièce de viande-là se retrouvent maintenant partout sur chacun des grains. Donc, si je prends je sais pas, vous faites un hamburger, puis votre bœuf haché, donc vous le faites cuire, puis il est très bien cuit en surface, mais l'intérieur de la boulette n'est pas cuit, n'est pas à la bonne température, ben les bactéries sont encore vivantes, et à ce moment-là, vous risquez de vous contaminer. Puis dans le cas d'une infection à E. coli O157H7, ben, vous risquez d'avoir des diarrhées importantes et des diarrhées sanglantes aussi. Donc, c'est pas quelque chose de bénin, c'est pas quelque chose de le fun, c'est pas votre petite gastro, là, je vais dire gastro normale, c'est jamais normal ou le fun d'une gastro, là. Okay? Mais ça peut être un petit peu plus intense. Le microbiote ou microflore, là, vous pouvez voir un ou l'autre dans la littérature ou sur le web. Ce sont les micro-organismes qui vivent sur vous et en vous. Okay? Et la très très grande majorité d'entre eux sont bénéfiques pour nous, okay? Particulièrement au niveau du gros intestin. Je vous ai mis un lien. En fait, je l'ai peut-être même mis, je vais regarder. Oui. Si vous allez à la diapo suivante, là, je vous ai mis des liens vers soit des émissions, des reportages, des articles qui expliquent ce qu'est le microbiote et qui démontrent aussi son importance. Je vais en parler tout de suite, mais on va le voir sur la diapo suivante. Le microbiote, dépendamment du microbiote que vous avez, donc de la collection de bactéries que vous possédez dans votre tube digestif, sur votre peau, dans votre bouche, ça peut avoir une incidence sur le développement ou non de maladies.
Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que la composition de votre microbiote pourrait influencer sur le fait que vous allez développer ou non une maladie auto-immune, que vous allez développer ou non certaines maladies même neurologiques. Okay? Donc, les bactéries de votre intestin pourraient avoir un rôle à jouer dans le développement de maladies au niveau de votre cerveau. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Puis il y a plein de recherches là, qui se font autour de ce sujet-là. Donc, imaginez si on avait où on réussissait à trouver une combinaison de bactéries qui font en sorte qu'on a moins de chances d'avoir l'Alzheimer quand on est plus vieux. Ben, on pourrait peut-être en faire un comprimé, le donner sous forme de yogourt, de probiotiques quelconques. Donc, ça serait intéressant là, de pouvoir traiter des maladies avec des micro-organismes. Aussi, donc pour microbiote normal versus transitoire, microbiote normal, donc ce sont les micro-organismes qui vivent sur vous ou en vous de façon permanente, à moins qu'il arrive quelque chose d'épouvantable comme la prise d'un antibiotique ou une maladie importante là, où vous devez remplacer votre microbiote normal, mais normalement, votre microbiote normal, c'est les bactéries qui vivent sur votre peau, dans votre tube digestif, partout dans votre corps, okay? De façon normale, oui, permanente. Tandis que microbiote transitoire, ben, par exemple, si je mange quelque chose et il y avait des bactéries dessus, ben, il va peut-être avoir de ces bactéries-là de façon transitoire ou temporaire dans ma bouche, dans mon tube digestif. Si je touche une poignée de porte, okay, puis que cette poignée de porte-là a été touchée par 15 autres personnes avant moi, ben, ça se pourrait que, par exemple, au niveau de mes doigts, j'ai des bactéries de façon transitoire. Mais dès que je vais me laver les mains, dès que je vais prendre ma douche, ben, ces bactéries-là, elles ont de bonnes chances d'être éliminées. Elles ne seront pas là de façon permanente. Mais ça se pourrait aussi, c'est pas impossible. Okay? Par exemple, que certaines bactéries transitoires qui s'installent sur ma peau, elles y trouvent un environnement qui est propice à leur développement, ben, qu'éventuellement, après une semaine, 2 semaines, quelques mois, elles finissent par faire partie de la flore normale. Okay? Donc, une bactérie transitoire pourrait éventuellement faire partie de la flore normale, c'est pas impossible. Au niveau de la bouche, donc j'en parlais aussi tantôt, okay? La présence de tartre, la présence de plaques, okay? C'est dû aux bactéries et c'est dû au microbiote normal. Ce sont des bactéries normales de votre bouche qui se sont retrouvées là depuis votre naissance. Okay? Dès que vous avez commencé à boire soit le lait de votre mère ou du lait en formule, vous avez commencé à développer un microbiote buccal et ce microbiote-là a évolué dans le temps. Okay? Vous n'avez pas les mêmes bactéries dans la bouche à votre âge maintenant que vous n'en aviez quand vous étiez un jeune bébé de quelques mois. Okay? La simple présence des dents change le microbiote parce que des bactéries qui ne pouvaient pas s'accrocher nulle part quand vous n'aviez pas de dents encore. Quand vos dents commencent à pousser, ben, il y a des bactéries qui peuvent s'accrocher là-dessus. Okay? Donc, ça change le microbiote. Puis, il évolue en fonction de votre alimentation. Vous n'aurez peut-être pas le même microbiote dépendamment de l'endroit dans le monde où vous êtes né. Donc, il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Vous pouvez aller voir les petits liens qui sont là. Okay, je peux en ouvrir un là, juste pour à titre de démonstration. Donc, ce sont des liens okay, que je vous suggère où on démontre l'importance du microbiote, on explique ce que c'est, etc. Particulièrement le microbiote buccal, donc ça peut être intéressant là, pour vous. Encore le microbiote, quand je parle du microbiote intestinal normal, pourquoi on en parle? Ben, c'est parce que c'est là où on en retrouve le plus. Et parmi les bactéries qui sont les plus importantes dans le tube digestif, on a ce qu'on appelle les entérobactéries. Ce sont des bactéries qui possèdent des caractéristiques communes, donc la forme souvent de bacille, donc des bactéries un petit peu plus allongées. Et l'exemple le plus simple que je peux vous donner là-dedans, là, c'est la fameuse E. coli. Je vais lire la petite question pour vous, puis on va essayer d'y répondre ensemble. Donc, il est normal de retrouver ces micro-organismes dans les intestins, donc par exemple le microbiote intestinal comme E. coli. Ils nous sont même utiles, okay, entre autres E. coli là, qui nous donne de la vitamine K. Mais quelles pourraient être les conséquences de retrouver ces mêmes micro-organismes ailleurs dans le corps? Donc, par exemple, E. coli dans mon gros intestin, merveilleux, top shape. Mais est-ce que la même bactérie ailleurs dans mon corps serait tout aussi bienvenue? Bien, la réponse, c'est non. Okay? Pensez par exemple à une infection urinaire. Okay? Puis là, ce ne sera pas une question de sexisme, mais une question d'anatomie. Les femmes, souvent, ont plus de chances de développer
une infection urinaire, okay? Parce que l'urètre étant plus court, c'est des bactéries qui se retrouvent là, elles ont plus de chances de migrer dans l'urètre puis d'aller causer des dommages. Puis d'ailleurs, quand on est sur le point de devenir papa, parce que moi j'ai fait les cours de préparation à la naissance là, avec ma conjointe quand mes enfants sont nés, ben, on nous apprend par exemple à changer la couche, puis à comment bien nettoyer les fesses, les parties génitales des enfants, mais la technique n'est pas la même pour les gars et les filles. Okay? Donc il faut éviter par exemple de ramener des matières fécales au niveau de la vulve chez les jeunes filles, parce que par exemple, justement, la fameuse E. coli qui sortirait du tube digestif, ben, ça se ramasse au niveau de la vulve, des voies génitales, des voies urinaires chez la femme, mais ça peut causer des problèmes. Autre chose que je vais vous montrer rapidement, okay, c'est en anglais aussi, je m'en excuse, mais c'est l'évolution du microbiote chez le bébé. Okay? Donc, un enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas de bactéries dans son corps. Il est pratiquement stérile. Mais dès la naissance, surtout si c'est une naissance par voie naturelle, la présence des bactéries levure au niveau génital de la mère, donc va contaminer, on va le dire comme ça, la peau, les voies respiratoires, les voies buccales et digestives de l'enfant. Donc ça va coloniser son système digestif, sa peau, et les bactéries qui sont là, donc vont stimuler le système immunitaire et ça va aider l'enfant à former son propre microbiote, mais aussi à développer son système immunitaire. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc le microbiote de l'enfant naissant va donc changer s'il est né, on va dire, de façon naturelle versus césarienne, parce qu'avec une césarienne, il ne passe pas par les voies vaginales. Donc à ce moment-là, il y a moins de micro-organismes. Puis il y a des médecins qui jouent un petit tour à l'enfant, c'est qu'ils vont aller faire un prélèvement au niveau vaginal avec un petit tampon stérile. Puis ils vont aller passer ça sur le visage de l'enfant. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, là, mais dans le fond, ce qu'on veut recréer, c'est la contamination que l'enfant aurait dû subir en passant par les voies normales. Donc un enfant qui naît par césarienne, on peut lui appliquer les micro-organismes vaginaux de la mère pour stimuler son système immunitaire et pour commencer à former son microbiote. Mais bref, l'enfant qui naît aussi, s'il est nourri au sein versus nourri avec du lait en formule, le microbiote ne sera pas le même non plus. Okay? Donc ça aussi, ça va avoir une incidence sur le développement du microbiote chez l'enfant. Donc je vous invite à aller regarder ça. C'est intéressant. Puis il y a aussi, si vous écoutez ou avez déjà vu l'émission Découverte sur ici Radio-Canada, vous pouvez aller voir le lien qui est là. C'est une quarantaine de minutes, mais c'est super bien fait pour expliquer le microbiote. Puis il y a d'autres liens là, que je vous invite à aller voir. Le microbiote normal, okay, il y a plusieurs rôles. Okay, entre autres, nous protège de l'infection par des micro-organismes nuisibles. Okay, donc on parle d'un effet barrière. Donc si je prends par exemple chez les femmes, donc le pH vaginal normal est quand même acide. Donc un pH de 3,5 à 4,5 environ, qui est surtout causé par des bactéries normales de type lactobacillus. Donc ce sont des bactéries qui vivent bien dans un environnement acide, donc puis même vont favoriser sa production du milieu acide. Mais si il y a des changements qui s'opèrent, okay, les bactéries meurent par exemple parce qu'il y a eu prise d'antibiotiques par la femme, donc le pH va demeurer acide, mais à ce moment-là, les levures vont se développer avec une plus grande aisance. Si le pH augmente, okay, donc ça va empêcher cette bactérie-là, lactobacillus, de faire son travail. Donc si le pH augmente, certaines bactéries pathogènes pourraient se développer. Puis certains protozoaires, ça par contre, il faut aller se baigner dans un environnement où le protozoaire est. Donc, par exemple, dans un lac, une rivière où le protozoaire existe, ben, vous pourriez vous contaminer avec ça. D'autres trucs, donc par rapport au microbiote, donc E. coli qui produit, ça c'est paradoxal, mais une bactérie qui produit un antibiotique, donc elle élimine la compétition, elle élimine les autres bactéries. Donc ça peut être bon pour nous. E. coli aussi qui produit la vitamine K qui nous aide à coaguler, donc c'est bien aussi. Et ça vous en faites partie, là, je parle du personnel hospitalier, mais toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et qui se lavent vraiment très fréquemment les mains. Puis par extension avec la COVID, ça pourrait quasiment toucher tout le monde. Là. Tout le monde se lave les mains à outrance, tout le monde se purelle les mains. Je ne sais pas si c'est un verbe, se pureller les mains, mais quand on met du purel ou un autre gel d'alcool sur nos doigts,
ça finit par assécher notre peau, ça finit par éliminer les bactéries de la flore normale, donc ça peut faire en sorte que notre peau, par exemple, va être plus sèche. Si elle est plus sèche, elle va être plus craquelée et paradoxalement, il y a plus de chances qu'on ait des infections dans ces endroits-là. Maintenant, quel type de relation vous pouvez établir avec les micro-organismes qui vivent sur vous ou en vous? Je vais commencer par le mutualisme. Le mutualisme, c'est lorsque vous et les micro-organismes, vous tirez avantage un de l'autre. Par exemple, E. coli vit dans votre gros intestin. Donc, vous lui fournissez de l'eau, de la bouffe, de la chaleur, de l'amour. Okay? Vous fournissez tout à cette bactérie-là et en retour, elle vous protège des autres micro-organismes, mais elle vous produit et vous donne la vitamine K. Vous pouvez écrire K dans la petite ligne qui est là dans votre cahier. La vitamine K, c'est entre autres utile pour la coagulation. Donc, quand vous vous blessez ou si jamais vous vous blessez, vous coupez en faisant la cuisine ou quoi que ce soit, pensez aux bactéries E. coli qui participent à votre guérison en vous donnant un outil, la vitamine K, qui vous aide à coaguler. D'autres bactéries, Bifidobacterium bifidus, qu'on retrouve entre autres, ou qu'on peut retrouver, je devrais dire, dans le yogourt. Donc c'est ça la réponse ici, qu'on retrouve dans le yogourt, vous aide à dégrader certains métabolites, des sels biliaires, donc ça l'aide avec le processus de digestion. Donc mutualisme, tout le monde est heureux, tout le monde gagne dans la relation. Parasitisme, là il y a un problème. Parasitisme, le micro-organisme vous rend malade. Donc le micro-organisme vous nuit. Donc il n'y a aucun avantage à avoir ce micro-organisme-là en vous. Je parle d'ascaridiose comme exemple. Donc, c'est un exemple, c'est un ver. Donc, va provoquer des problèmes digestifs. Les parasites, on pourrait inclure là-dedans tous les virus. Coronavirus qui cause la COVID-19, virus de la grippe, virus du rhume, virus de la gastro, les bactéries qui causent toutes les maladies que vous pouvez imaginer, ce sont tous ou toutes des parasites. Elles nous nuisent, ces bactéries-là, ou ils nous nuisent, ces micro-organismes-là. Commensalisme, c'est un petit peu plus, subtil comme relation. Le commensalisme, dans le fond, c'est que les micro-organismes profitent de nous, donc vivent sur vous, profitent de la bouffe, de la chaleur, de l'humidité, mais en même temps, ils ne vous nuisent pas. Donc, elles ne vous aident pas, mais elles ne nous nuisent pas. Il y a beaucoup de bactéries comme ça dans votre bouche, beaucoup de bactéries comme ça sur votre peau. Elles sont là, c'est comme des passagers. Profitent de vous, mais puisqu'elles ne causent pas de problème, on s'en préoccupe peu ou pas. Prokaryotes maintenant et eucaryotes, donc des notions importantes, des notions de base importantes en microbiologie. Quand on parle, je vais commencer par eucaryotes. Eucaryotes, ce que ça veut dire, c'est que la cellule, donc si on regarde la cellule qui est ici, elle possède un noyau. Donc vous et moi, votre chat, votre chien, vos plantes vertes, vos poissons rouges, ou toute autre bestiole que vous avez à la maison, ce sont des organismes eucaryotes. Vos cellules possèdent des noyaux et dans le noyau, on retrouve le génome, donc notre ADN. Pour ce qui est... puis dans le fond, dans les eucaryotes aussi, là, on va inclure là-dedans les moisissures, les levures sont eucaryotes, les vers, les protozoaires aussi sont des micro-organismes, oui, mais des micro-organismes eucaryotes. Tandis que pour les prokaryotes, il n'y a pas de structure ou de compartiment à l'intérieur, il n'y a pas de noyau. Et le seul micro-organisme ou le seul groupe de micro-organismes qui est comme ça, ce sont les bactéries. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire sur la diapo qui était là, vous pouvez l'inscrire ici. Donc, eucaryotes, cellules avec un noyau. Les organismes eucaryotes, donc l'être humain, le chat, le chien, les moisissures, les levures, les vers, les protozoaires, vos plantes vertes. Donc, tout ça, c'est eucaryote. Tandis que prokaryote, donc, n'a pas de noyau cellulaire. Ces micro-organismes-là ont quand même de l'ADN, ont quand même un génome. Il n'est simplement pas placé dans un noyau. Et organisme prokaryote, vous pouvez écrire bactéries, ça va être bien correct comme ça. Ça termine notre petite introduction à la microbiologie dentaire. À la fin de chaque chapitre, vous allez voir une acétate comme ça, ou une diapo comme celle-là, pardon, le glossaire et une renforcement des acquis. Pour le glossaire, si vous avez votre document papier sous la main,
Okay? À la fin de ce document-là, ou près de la fin, vous devriez trouver la section glossaire. Et c'est une série de termes placés en ordre alphabétique et plein de lignes vides. L'objectif de ça, ce que je veux, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, donc vous allez voir votre diapo glossaire et vous avez une série de termes ou de mots qui sont là, ou d'expressions parfois. Donc, par exemple, asepsie. Je veux que vous alliez dans la section glossaire à la fin de votre manuel et que vous écriviez votre propre définition. Et essayez d'écrire une définition que vous allez retenir, que vous allez comprendre. Parce que c'est sûr que ça serait plus simple d'aller sur le web, d'aller dans un manuel de référence et d'écrire la définition, ou dans le dictionnaire, puis d'écrire la définition qui est là. Mais si vous écrivez de façon mécanique la définition, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas nécessairement plus compris. Et le glossaire comme tel, c'est pas quelque chose que je vais évaluer. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Moi, je vous donne ça comme outil pour vous aider à acquérir ce vocabulaire-là. Parce qu'il y a plein de termes que vous n'avez peut-être jamais utilisés, plein de termes que vous ne connaissez pas. Donc, ça va faire beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots à retenir. Donc, allez-y semaine par semaine, remplissez votre glossaire. Je peux vous aider si vous avez de la difficulté à trouver un terme. Je peux corriger votre glossaire si vous le voulez. Je peux valider avec vous si votre réponse est la bonne. Mais venez pas me voir ou ne m'envoyez pas un courriel pour me demander de vous envoyer des définitions de tous ces termes-là. Je ne le ferai pas. Okay? C'est pas parce que je suis méchant. C'est pas parce que je vous aime pas. Okay? Tout ce que je veux, c'est que vous ayez la bonne habitude à la fin de chaque chapitre d'aller écrire les définitions ou de faire la recherche pour vous rappeler ce que sont ces termes-là. L'autre, c'est du renforcement des acquis. Souvent, je vais vous poser des questions. Okay? Donc, faites la différence entre un micro-organisme prokaryote et eucaryote. Donnez au moins un exemple de micro-organisme qui correspondent à ces relations-là. Puis, je vous donne des lectures ou des exercices à faire. Le Tortora, c'est un manuel de base qui n'est pas obligatoire, okay? Mais qui est quand même un outil de référence important ou intéressant, je devrais dire. Donc, si vous avez la chance de le trouver usagé sur Kijiji ou sur un site de vente là, au Cégep, vous pouvez vous le procurer. Vous pouvez vous l'acheter neuf aussi si vous en avez les moyens et si ça vous tente. Ce sont des très bons outils de référence. Puis comme devoir aussi, à la fin de votre cahier, vous devriez encore une fois trouver une série de questions, okay, qui sont des examens formatifs, donc ça vous prépare à l'examen. Fait que moi, je vous dis, faites chacune des sections au fur et à mesure, répondez aux questions, ça va vous donner de la pratique. Puis, je vais vous mettre en ligne le corrigé de ce document-là, donc vous allez pouvoir vous auto-corriger aussi. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par Mio ou par courriel. Ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne fin de journée.